Bonjour, bonsoir. Pour mes 2 ans au Togo, je voulais marquer le coup. Donc voici une vidéo plus axée sur la réflexion et le combat idéologique qui m'anime. En effet, en tant que panafricaniste, j'assume mon combat, j'ai des choses à dire, j'ai une réflexion à poser et grâce à YouTube, j'espère pouvoir échanger sur un sujet qui est très cher à mon cœur car cela touche pas que moi, mais aussi mes enfants et le futur de mes enfants. Disclaimer. Certes, je suis un homme blanc. Mais je vis en Afrique, plus précisément au Togo. Tout le temps, je ne suis pas retourné en France depuis 2020. Je travaille, paye mes impôts et consomme là-bas. Ma femme est togolaise. Elle fut bonne, vendeuse de charbon et de salade, serveuse. Elle a vécu au Nigeria aussi. Son expérience m'est très utile parce que ça me permet d'avoir un point de vue local, le point de vue d'une personne qui a connu, qui a souffert de tous les problèmes que peut connaître l'Afrique. Elle a connu ça dans son corps, dans sa chair. Je porte ce combat, notamment pour ma fille de 6 ans. Je me bats pour elle et son avenir, et l'avenir de mes enfants futurs, et pour les générations prochaines que je côtoie dans mon métier tous les jours, dans l'éducation. La couleur de peau, la religion ou la différence ne doivent en aucun cas être un frein à la réflexion et à la critique si cette dernière propose des solutions. Car oui, on peut critiquer, tout le temps critiquer, blablabla. Mais si c'est pour rien proposer, ce n'est pas de la critique, c'est de la merde. La vraie critique, ça dit ça va pas, on pourrait faire comme ça. L'humain est au cœur de tout, surtout quand il souffre et que sa survie en dépend. Je suis ouvert au débat. L'espace commentaire est là. Je n'ai pas la science infuse. Je peux faire des erreurs. Si malgré cela vous le prenez mal, pas de souci. Vous montrez votre bêtise grâce. Au sommaire de cette première partie, car il y aura 3 parties, nous allons aujourd'hui parler du panafricanisme. Nous allons le définir, nous allons voir son histoire. Enfin, comme dans tout concept, on va voir les problématiques que cela pose et les limites du concept. En effet, la définition et l'histoire permettent de voir ces problèmes-là. Parce que l'histoire permet de voir les problèmes sur la durée et la définition permet, grâce à la linguistique, de mettre le doigt sur le mot et voir ses limites, ce qu'il peut dire, ses sens et ses non-sens, ses contresens. Deuxièmement, nous allons voir l'émergence. Nous allons voir les anciens termes et les problèmes que ça pose, les problèmes avec le terme tiers-monde ou développement. Enfin, nous allons voir les critères et là aussi les problèmes et les limites de cette émergence. Enfin, nous allons étudier la dissonance cognitive. Nous allons la définir, nous allons voir les exemples, on va voir son utilité et on va voir comment ça se passe quand il y a une négation de la dissonance cognitive et les problèmes que cela peut poser. Le panafricanisme. Donc, comment on peut le définir? Déjà, c'est dans le concept du panisme, qui est un concept de géopolitique qui regroupe les gens selon des caractéristiques. Autre exemple que le panafricanisme, on a le pangermanisme, c'est-à-dire réunir tous les peuples de langue germaine dans un seul et unique pays, ou le panarabisme, qui est d'unir tous les Arabes sous la même bannière. Une indépendance totale. Et oui, on a encore du travail et la solidarité des Africains entre eux, ce qui n'est pas encore totalement le cas malheureusement aujourd'hui parce que certains Africains privilégient leurs intérêts ou un petit peu leur petite gueule à la place du plaisir des autres. On le voit bien assez souvent, ces riches qui s'enferment dans des salons au goût plus que douteux, alors que la rue qui mène à leur sublime villa est dégueulasse et complètement pourrie, mais ils préfèrent acheter des gros écrans plats que, je sais pas, de mettre des pavés ou de s'assurer que la route ne s'inonde pas. Pas de barrière ethnique, religieuse ou physique. Ça veut dire que je peux moi-même être panafricaniste, même si je n'ai pas de nationalité africaine, même si je ne suis pas noir de peau. Des mecs comme Johnny Clegg, notamment, peuvent être panafricanistes. Il y a une dimension sociale. En effet, nous ne devons jamais oublier la question sociale. Toutes ces questions, les blablas sur l'identité, c'est très bien. Mais le social, ça ramène à qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'assiette à la fin de la journée. La dimension économique, car l'économie dirige tout. Le culturel et le politique qui est là aussi à la base de beaucoup de choses. L'objectif ultime des panafricanistes, c'est les États-Unis d'Afrique. Deuxième temps, l'histoire. Alors les préquels, un peu les origines du panafricanisme, c'est les drames africains. La traite, qu'elle soit arabo-musulmane ou atlantique, mais surtout atlantique, parce que la traite atlantique a permis
malheureusement à des populations africaines de se retrouver notamment en Amérique, ce qui va amener à une diaspora qui va jouer un rôle essentiel dans les débuts du panafricanisme. L'abolition de la traite et tout le combat qu'il y a eu avec ça, le racisme scientifique qu'il y a eu dès le 19e siècle, où on a expliqué qu'il y avait les blancs et les noirs, et que les noirs, c'était pas totalement des êtres humains. Hein. On peut penser à ce qui arrivait à la Vénus hottentote. Hein. Oh là, gros cul, la négresse, allez, on va l'exposer, la prostituée. Voilà, ça c'est un exemple de racisme scientifique. Hein. De dire que les noirs sont incapables de gérer par eux-mêmes. Enfin, tout le discours un peu raciste et nauséabond, c'est du racisme scientifique. Et enfin, la colonisation qui est le stade ultime. Après avoir réduit une partie du continent en esclavage, après avoir rabaissé les hommes, on colonise tout. Et encore, cette colonisation est malheureusement aujourd'hui pas encore totalement terminée sur beaucoup de points. Il y a le rôle de la diaspora afro-américaine, notamment avec la création du Libéria, même si on peut mettre beaucoup de réserves, parce qu'il ne faut pas oublier que les esclaves qui étaient venus d'Amérique au Libéria, il y a eu quand même une petite guerre civile avec les locaux, enfin ça a été un petit peu le bordel, mais il y a quand même eu l'idée était bonne, après l'exécution, moins. La lutte pour les droits des Afro-Américains, et là on peut se lancer sur une chronologie hyper longue, hein, que ça va avec la ségrégation et tout le combat jusque dans les années 60, Malcolm X, Martin Luther King. Mais il y a aussi l'Éthiopie de Ménélique II. Ménélique II, c'est quand même le seul chef d'État africain précolonial à avoir réussi à foutre une branlée aux Italiens, aux Européens, hein, et d'avoir sauvé l'indépendance de son pays. Le 23-25 juillet 1900, il y a la première conférence panafricaniste à Londres. Beaucoup de diaspora, peu d'Africains. C'est un premier âge, celui de la lutte contre la colonisation, avec des radicaux et des modérés. Comme toujours, quand il y a une idéologie, il y a toujours les radicaux, les modérés. Hein. Il y a certains qui sont plus pour la réforme, d'autres qui sont plus pour la discussion, une évolution plus calme. Il y a la question du communisme, qu'il ne faut pas oublier. Pour Lénine, l'impérialisme est le stade ultime du capitalisme. L'impérialisme, l'Afrique se l'est pris en plein dans la figure à la fin du 19e siècle. Cet âge se développe surtout dans les métropoles et dans les diasporas, parce que les colonies sont dans un tel état, il y a peu d'écoles, et le peu d'écoles qu'il y a, c'est pour former des presse-boutons, hein, des bas de plafond. Hein. Par exemple, la Belgique ne veut pas d'université, hein, pas d'élite, pas de problème. Donc, c'est pas à une époque, voilà, il y a quand même toujours des luttes. Faut pas oublier que tout le long de la colonisation, les peuples ont résisté, soit en refusant de payer les impôts, soit en se révoltant. Il y a toujours eu des révoltes, quasiment sur les 70-80 ans que dure la colonisation, il y a toujours eu des révoltes au moins dans un endroit. Faut pas oublier, par exemple, que l'Algérie, ils ont quand même mis plus de 70 ans pour la pacifier. C'est pas fait en un claquement de doigts. Après 1945, c'est un deuxième âge, c'est l'âge des indépendances. Le mouvement se fait plus en Afrique. Il y a Nkrumah, le premier à fonder une grande formation politique panafricaniste. Il y a une effervescence intellectuelle. Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, ces gens sont importants. Les HCA, l'histoire générale de l'Afrique. On va conquérir le royaume historique. Fini le racisme scientifique qui dit qu'il n'y avait rien en Afrique avant la colonisation. Non. Cheikh Anta Diop et ses amis vont nous prouver que si, il y a eu, et que l'Afrique a une histoire très riche. Une fois les indépendances passées et les difficultés, les pères de l'indépendance ont soit été renversés ou soit ont mangé une crise économique ou ethnique. Regarde-moi un peu le tableau. Là, je vais te l'afficher pendant 10 secondes. Des coups d'État, des guerres, des problèmes ethniques. Le pauvre Lumumba qu'ils ont passé à l'acide. Bah oui, il fallait pas que le Congo s'unifie. Et puis t'imagines si le Congo devenait communiste, un Congo unifié communiste. Ah ben putain, ça pouvait pas passer en pleine guerre froide. Bon, bref, c'est le bazar. On a un âge plus sur la coopération scientifique. En effet, après l'indépendance, c'est là où vont naître les HGA, dès 1964. Après, on a un sursaut dans les années 80. C'est l'époque de Thomas Sankara et de Rawlings au Ghana. On est aujourd'hui avec Internet sur un renouveau, car Internet met en contact les panafricanistes. Les panafricanistes peuvent échanger, ils peuvent transmettre la connaissance, le savoir, des discours passés, présents, des livres, des vidéos, enfin voilà. Et ça permet un partage des infos et du savoir sur la grandeur du continent aussi. Parce que c'est très important. Internet permet à n'importe quel Africain, avec un petit peu de recherche, 4-5 recherches, de comprendre qu'il n'est pas dans un trou à rats, mais qu'il est assis littéralement sur une mine d'or, qui a une grande histoire et que le peuple africain est grand. Et ça ne demande pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il peut quitter sa position victimaire, victime de l'histoire, victime de la violence, pour devenir un mec qui se dit « Putain, je suis africain, c'est génial !»
Putain, l'Afrique est grande, merde! Et donc voilà, Internet permet cela. Malgré tout ça, il y a des problématiques et des limites. Intégrer ou non l'Afrique du Nord? En effet, il y a la question ethnique. Je t'apprends rien. Un Camerounais, c'est pas un Marocain. Historique. La traite arabo-musulmane. Faut pas oublier qu'est-ce qui est arrivé lors de la traite arabo-musulmane, où les Noirs étaient amenés en Afrique du Nord et s'étaient castrés, puis envoyés dans l'Empire ottoman, dans le monde arabe. Et encore aujourd'hui, il y a des soucis. C'est pas bon d'être un Noir en Libye. Il y a des affaires de discrimination au Maroc. Il y a quand même eu un buzz il y a quelques années, quand même, où il y a eu des enregistrements qui sont sortis. Donc, quitte à rogner sur la définition même du panafricanisme, il y a la question de l'Afrique du Nord. Il y a la question de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'on fait de cet espace qui, historiquement, a toujours été un petit peu isolé de l'Afrique subsaharienne par le Sahara? Certes, il y a eu des échanges. Je ne le nie pas. Historiquement, ça a été prouvé. Et voilà. Ça n'a pas été des échanges directs, c'était toujours par des caravanes, pas toujours par des routes, voilà. C'est pas des échanges comme la France et l'Italie ou la France et l'Allemagne qui ont des échanges multiséculaires. Non, ça n'a jamais été vraiment direct. Il y a la diversité des régions. En effet, je vous parle d'Afrique, Afrique depuis tout à l'heure, mais l'Afrique n'existe pas. Il existe des Afriques. Ces Afriques, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Ces espaces, ces 5 espaces, répondent à des logiques historiques. L'Afrique du Nord, toujours ouverte sous la Méditerranée, ouverte sur l'Asie. L'Afrique de l'Ouest, toujours un petit peu renfermée, avec un centre économique au Sahel qui se déplace sur les côtes à l'arrivée des Européens. Puis voilà, géographiquement, Sahel, la forêt, la côte, l'Afrique centrale avec les grands lacs, la forêt du Congo, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud. Voilà, ils ne sont pas ouverts sur les mêmes espaces, c'est pas les mêmes logiques géographiques, sociologiques, ethniques. C'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire que si je voulais, je pourrais vous démontrer que je peux pas faire de découpage. Je peux toujours faire un découpage périodique pour l'Afrique en général, mais je pourrais vous faire un découpage chronologique en grande période, ancienne, médiévale, moderne, contemporaine, pour chaque partie. Par exemple, l'Afrique du Nord, l'Algérie est colonisée en 1830. L'Afrique de l'Ouest, c'est 1880. Le Congo, c'est le XVIe siècle. Voilà. Il y a la question des normes, des lois, du personnel politique et des langues. Va faire les États-Unis d'Amérique dans un continent où beaucoup de personnel politique, par exemple, considèrent que les biens de l'État sont ses biens personnels. Comment veux-tu faire les États-Unis d'Afrique quand il y a un continent avec plusieurs milliers de langues? Comment veux-tu? Comment veux-tu normaliser les lois? Toutes les normes. Parce que la colonisation a laissé un calva, laissé des habitus. Voilà. Il y a une mise en place impossible car les indépendances sont trop loin. Je vois mal expliquer à des chefs d'État ou à des États qui se sont battus pendant 70 ans pour essayer de faire un truc qui tient la route, de leur dire « Bon, vous avez passé 70 ans à créer un État, on va le dissoudre dans une organisation supranationale. » Je pense que ça peut être très difficile. Les États-Unis d'Amérique auraient été très bien, on va être honnête, en 1965. Les mecs qui commencent les indépendances font « Oh putain, c'est la merde, faut qu'on s'unisse. » Là, ça aurait été génial. Là, ça aurait pu être possible. Il y a la question des Africains, des Afro-descendants. Le Black Lives Matter n'a pas pénétré en Afrique. Black Lives Matter, George Floyd, on s'en bat les couilles en Afrique. Eh ouais, on n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est trop décalé des préoccupations. La vie des Noirs compte. Bah oui, notre vie, elle compte, oui, les Africains. Ouais, les Africains disent, ouais, notre vie, elle compte. Mais par exemple, à cause de l'inflation, on a du mal à manger, on a du mal à se soigner. Donc c'est bien de se préoccuper des violences policières, mais déjà, pour se faire arrêter par les flics, déjà, il faut déjà être en bon état physique. Et malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation des prix, il y a beaucoup de soucis de santé et c'est très difficile. Et les drames arrivent assez facilement. L'émergence. Alors, on va voir les anciens termes et les problèmes que ça pose. Premièrement, nous allons étudier le terme de tiers-monde. Il est employé par Alfred Sauvy, un démographe, en 1952. C'est-à-dire que le concept de tiers-monde est né avant les États africains. État africain noir, je parle, parce que le Ghana a eu son indépendance en 1957. C'est un concept géopolitique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement travailler dessus pour l'économie, pour d'autres choses, parce que c'est de la géopolitique. En pleine guerre froide, il y a l'OTAN, il y a le pacte de Varsovie, et il y a ce qui reste, le tiers. C'est l'ensemble des pays africains, asiatiques ou d'Amérique en carence de développement. Il y a quand même cette idée de développement. Ce qui est quand même un petit peu un foutage de gueule de dire que c'est l'ensemble des pays qui sont en carence de développement, alors que ces pays-là, surtout en Afrique, en Asie, sont des pays nés de la colonisation. C'est-à-dire que le discours colonial en prend un coup dans la gueule, quoi. On est en pleine période des indépendances et on vous dit
On vous a colonisé pour vous apporter la civilisation, mais vous êtes quand même en carence de développement. C'est-à-dire que vous êtes fait carotte 2 fois. Le concept de tiers est galvaudé, tiraillé par plusieurs intellectuels qui ont essayé un petit peu de récupérer ça, de peut-être de rajouter un peu de politique, un peu d'économie, mais ça va pas. C'est un concept de géopolitique. Donc, à un moment, un chat n'est pas un chien. Et ça n'a plus lieu d'être dans un monde multipolaire. Va aujourd'hui parler de tiers-monde alors que chaque région du monde est limite un monde à lui-même. Le développement. Alors, pays sous-développés ou en voie de développement. C'est plus positif, c'est en voie de développement. Bon, après, la voie, elle peut faire 50 km, ou elle peut en faire 500 mètres. C'est plus positif. C'est employé par Truman dès 1949. Et là, tout de suite, tu peux te sentir un petit peu quand même, un peu l'odeur de l'arnaque. Parce que si c'est employé par Truman, ils sont en voie de développement. Ça veut dire que sous-jacent, il y a un discours politique qui dit on va les aider à se développer. Puis comme ça, ils rejoindront pas les communistes. Voilà, il y a quand même toujours cette logique. Il faut toujours, dès que tu as un président américain qui parle entre 1945 et 1991, tu dois sentir la douille, la guerre froide. Alors, c'est économique et social. Ça montre la situation désavantageuse. Même si le social a très vite été oublié, parce que l'économique, maintenant, c'est des indicateurs. Des indicateurs. Ce que tu as dans ton assiette, on s'en fout. C'est l'indicateur qui compte. Les pays en développement, la plupart en Afrique, sont des anciennes possessions anglaises. Et les pays les moins avancés, la plupart venant de notre ancien empire colonial français. En effet, comme on aime bien le dire, les Anglais ont laissé des habitudes, les Français des certitudes. Les habitudes sont beaucoup plus faciles à changer que des certitudes. Et c'est là où on voit, par le développement, que quel système colonial était le meilleur. Les Anglais ont plutôt colonisé l'Afrique à low cost, ils ont laissé un maximum de pouvoir aux locaux, ils avaient mis quelques fonctionnaires, et après, ils ont progressivement donné de plus en plus l'indépendance aux fonctionnaires locaux pour obtenir l'indépendance. Alors que chez nous, on a tout contrôlé de A à Z, on a voulu former les gars, et après on leur a filé l'indépendance. C'est-à-dire qu'on avait un système beaucoup plus paternaliste et donc beaucoup plus handicapant, qui réduit beaucoup plus l'autonomie des gens, qui fait que, à un moment à l'indépendance, quand tu as quelqu'un qui gère tout pendant 80 ans, puis que du jour au lendemain, tu te retrouves lâché dans la cambrousse, c'est la merde. Et ça explique la pauvreté de beaucoup de pays africains francophones. Il y a une distinction de plus en plus sur le développement économique et humain. Oui, ils ont enfin compris que la vie, c'était pas que des indicateurs. Il y avait aussi l'éducation, la santé. Mais il leur a fallu le temps quand même. On introduit de plus en plus aussi une dimension écologique. Quels sont les critères? Le tiers-monde, c'est simple. C'est juste, il y a 2 blocs et après, il y a le tiers. C'est ce qui reste. Il y a l'IDH. La scolarisation, ça compte. L'alphabétisation, le niveau d'études et la santé. Notamment l'espérance de vie. Même si il faut nuancer parce qu'il y a l'espérance de vie qui est une moyenne. C'est-à-dire que tu peux avoir dans un pays une Jeanne Calment et un petit Grégory. C'est une moyenne. Et il faut pas oublier aussi l'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est ce qu'on compte pas assez. Parce que les gens, par exemple, pour les réformes des retraites, on te dit il faut travailler plus. Ouais, mon gars, mais regarde l'espérance de vie en bonne santé. Ça nuance un petit peu le discours. Il y a les PIB et PNB, les indicateurs de production de richesse du pays. Il y a le revenu des gens et des objectifs en termes de politique. Les droits humains, économiques, culturels. Par exemple, on juge qu'un pays qui flingue ses opposants n'est pas très développé. Les droits culturels, l'accès à la culture, au savoir, à ce qui se passe dans les médias, l'accès aux médias, voilà. Donc voilà, il y a tous ces critères-là, c'est très complexe, c'est très difficile d'avoir une véritable nomenclature avec des vrais chiffres parce que c'est un truc très complexe et c'est toujours décidé en haut lieu. Maintenant, nous allons voir les problématiques et les limites. Déjà, c'est des jauges et des objectifs décidés dans des bureaux en Occident. Eh oui. Savoir si le Togo est développé, c'est décidé par des mecs en costard-cravate à New York. Il n'y a aucune adaptation aux spécificités locales. Comme d'habitude, l'Afrique joue un jeu avec des règles qu'elle n'a pas pensées. Mais elle le suit, ces règles. Voilà, c'est décidé en Occident, pouf. Voilà, je peux vous montrer un exemple. Je vous prends l'exemple d'un paysan dans un village africain en autosuffisance. Le mec a pas besoin d'électricité. Il n'en a jamais eu. Il s'en bat les couilles. Tout ça, il passe toute sa journée au champ. À 19h, il est couché. Puis avec une bougie, il arrive à se démerder. Il a son puits et il a son petit potager, ce qui lui permet de se nourrir. Si tu regardes les jauges d'Occident, on va dire, il gagne moins d'1 € par jour. Il est sous le seuil de pauvreté. C'est un pauvre gars. Alors que le mec a du travail,
ce qui n'est pas le cas de grand monde en Occident avec l'explosion du chômage. Il est propriétaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il peut gérer son eau, il a à bouffer, il bouffe à sa faim. Selon les critères, il est jugé comme un pauvre, mais il a déjà beaucoup plus que des millions de Français qui sont au chômage, des millions d'Américains aussi, c'est-à-dire l'accès à la propriété et l'accès au travail. Voilà. Les règles du FMI, notamment, sont incompatibles avec la justice sociale et l'investissement de masse dans les États. En effet, le FMI, il est là en mode « Oh, la rigueur, faut pas dépasser. Oh, l'inflation. » C'est très bien, mec. Mais quand tu vas au Togo, putain, il faut investir pour des routes, il faut investir pour des écoles, il faut investir dans la justice sociale, dans un système social qui va aider les plus pauvres, parce que ce n'est pas normal que des gens meurent parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des gamins de 5 ans fassent la manche au feu rouge à vendre des masques parce que leur famille n'a pas de pognon. Alors oui, s'il y a un système social, ça va faire exploser le budget de l'État, mais on n'en a rien à foutre. À un moment, il y a des gens qui meurent. La rigueur tue. On l'a vu pendant la période avec la crise du coronavirus. La rigueur tue. Donc, à un moment, c'est bien les règles du FMI. Mais à un moment, il ne faut pas oublier qu'il y a l'humain derrière. Il y a l'injonction de la démocratie, alors que ce modèle est inadapté aussi. Ça, c'est le discours de Bayeux. Mitterrand a dit, aujourd'hui, on donne des aides aux pays parce qu'ils sont démocratiques. Alors déjà, primo, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez qu'il a fallu un peu plus de 100 ans pour que la démocratie s'installe réellement en France. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain qu'un pays est démocratique. Cela prend du temps. Ça demande une démocratisation de la société, des rapports humains, une démocratisation dès l'école, dans les familles, dans les ethnies. Et il y a la dimension ethnique. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a la dimension ethnique. L'ethnie n'a pas été inventée au moment de la colonisation. Elle a toujours existé. J'en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. L'ethnie est importante. Les gens se réfèrent. Les gens ne se disent pas « je suis togolais, je suis ghanéen ». Non, ils se disent « je suis évé, je suis kabien, je suis akan, je suis ashanti ». Voilà. Il y a l'ethnie. Il y a aussi la question de la mentalité. L'Africain a une mentalité assez autoritaire. On va être honnête. Hein. Le débat, c'est pas trop son truc. C'est assez vertical comme société. Tous ceux qui vivent en Afrique le voient très bien. Je le vois très bien au Togo, c'est très vertical. Enfin, dernier élément, c'est bien vous me chiez des critères quantifiables. Mais oubliez un truc très important qui n'est pas quantifiable. Où est le bonheur? Le bonheur des gens. Leur bonheur, leur épanouissement. Parce que c'est bien beau les chiffres, mais ça sourit pas un chiffre. La dissonance cognitive. Alors, comment on va la définir? C'est dans le domaine de la psychologie sociale. On peut résumer ça à une tension interne au système de pensée. Ça, interne, c'est-à-dire c'est vraiment, on est dans la psychologie, dans le psyché, c'est-à-dire là on touche la personne à l'intérieur d'elle-même, dans ce qu'elle pense, dans comment elle peut réfléchir. Il y a une contradiction entre un comportement et ses croyances. C'est-à-dire, tu crois un truc, mais il y a un comportement antinomique, totalement à l'inverse de ce que tu crois. Il y a toute la question de la cohérence aussi qui se pose. Hein, la cohérence de ton esprit, la cohérence de tes idées, la cohérence de ta réflexion. Ça a été théorisé par Léon Festinger en 1957. Si la définition n'a pas été assez claire, je vais vous donner des exemples. On va prendre l'exemple d'une féministe qui se bat pour le droit des femmes, pour l'indépendance des femmes, pour avoir des femmes fortes, qui va se retrouver face à une salope, hein, littéralement, qui va dire « Moi, je m'en fous d'être une femme forte, je couche avec les mecs pour avoir du pognon. » Et là, la féministe, elle est mal. Parce qu'elle pense que la femme doit s'émanciper de l'homme, que la femme doit être forte, et là, elle tombe sur une femme qui lui dit « Non, non, moi, je suis vénale. Moi, je suis vénale. Je sexualise mon corps, je me prostitue. » Et là, ça peut faire très mal. On peut prendre l'exemple de l'antiraciste agressé par le racisé, c'est-à-dire la personne qui pense que voilà, l'immigration est une chance pour les pays, pour un pays qui veut combattre toutes les formes de discrimination envers les Noirs, les Arabes. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est l'exemple. Mais qui malheureusement tombe sur un mauvais exemple. C'est qui se fait agresser, qui se dit « Putain, mais je te défends, ouais, mais j'en ai rien à foutre, donne-moi ton portefeuille. » Et là, ça peut être très violent. Notre exemple, l'athée, la personne qui ne croit pas en Dieu, mais qui tombe face à un truc paranormal. Un truc que ni la science, ni la raison peut expliquer, ça lui tombe sous la gueule. Ça aussi, c'est une dissonance cognitive. L'enfant roi,
qui est là. On lui a toujours tout donné, on lui a toujours tout excusé, on lui a rien dit, fallait pas le choquer. Oh, il était le meilleur, il était le plus beau, il n'y arrivait pas à l'école, c'est parce que les professeurs le martyrisaient. Oh, les filles ne voulaient pas d'elle, mais c'est parce qu'elles n'étaient pas gentilles avec lui. Et là, cet enfant grandit dans ce calva-là, et un de ces 4 matins au soir, toc toc, la réalité du monde réel lui vient lui mettre une claque dans la gueule. Non, tu n'es pas un génie, non, tu n'es pas au-dessus des règles, tu es juste une petite merde, et tu vas devoir apprendre à la fermer et à obéir. Enfin, on va prendre un exemple en lien avec notre thématique, le panafricaniste face à un Africain occidentalisé. Le panafricaniste, il va être là, il va dire, bon, union de l'Afrique, on va se développer, on en a marre de l'Occident, ça sert à rien à l'Occident, on peut y arriver à l'Africain, qui va tomber face à un mec, moi je m'en fous, je m'habille comme un blanc, je vis comme un blanc, je me crois à Paris alors que je suis à Lomé, moi l'Afrique, je m'en fous, je privilégie mes intérêts, et je pense que l'Occident, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'Afrique. Et là, le panafricaniste, il n'est pas bien. Il se tape une bonne grosse dissonance cognitive. Maintenant, on va voir l'utilité de cela. Bon, première utilité, c'est la claque de réalité dans ta gueule. C'est là le problème de nos mondes actuels où on s'enferme dans des safe spaces, dans des mondes virtuels, des mondes irréels, artificiels. C'est que des fois, on oublie qu'il y a la réalité. Et c'est bien que de temps en temps, cette petite réalité vient nous chatouiller les joues. Ça permet une remise en cause des schémas de pensée. J'ai pensé cela, j'ai été dans l'erreur. Qu'est-ce que je peux faire pour calmer cette erreur? Ça permet une évolution donc de ces derniers. On va se dire, bon, bah là, ça, c'est pas bon. Ça, je n'y avais pas vu. Hein. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Donc voilà, ça va me permettre d'évoluer. Casser les dichotomies. Parce que souvent, les dissonances cognitives arrivent dans des esprits assez binaires. Bien, pas bien. Et que quand le bien devient pas bien, ça renverse un peu toute la dichotomie. Donc c'est très intéressant d'avoir ça. Il y a une rupture, un affermissement des clichés ou habitus. Des fois, il peut y avoir une rupture. Tu te dis, bon, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas la bonne chose. Il y a une rupture. Des fois, ça peut affermir des clichés. Ça peut les rendre encore plus forts. Où tu te dis, ouais, c'est pas bien, mais moi, ça me conforte dans mes idées. Par exemple, je me fais agresser, je suis un antiraciste, je me fais agresser par un racisé. Ça peut m'affermir dans mon combat et me dire, bon, s'il m'a agressé, c'est qu'il y a des soucis dans la société et c'est pour ça qu'il m'a agressé. Voilà, je prends cliché, habitus. Hein. Les clichés, c'est un peu nos croyances, alors que nos habitus, c'est un peu nos routines mentales, qui elles aussi peuvent soit être cassées, soit être affermies. Point numéro 4, la négation et le problème que ça pose. En effet, si à un moment, tu es victime d'une dissonance cognitive, mais que tu décides de la nier, eh ben, c'est que tu vas vivre dans une utopie. C'est-à-dire que tu vas vivre, ton esprit va vivre dans un schéma de pensée qui est totalement hors sol par rapport à la réalité. Et donc, ça va provoquer un décalage avec le monde réel. Don Quichotte, hein, c'est le chevalier à l'époque moderne. Hein, ni plus ni moins. Hein, c'est vraiment le gros décalage avec le monde réel. C'est-à-dire qu'il y a le monde réel, il y a toi. Et le problème, c'est qu'il y a un espace entre les deux. Et là, qu'est-ce qui va se mettre dans cet espace? C'est une grande question. Il peut y avoir un isolement. Et oui, il y a ça qui peut se mettre entre toi et le monde réel. Un gros isolement. Et si les dissonances cognitives augmentent de trop, on peut partir sur des gros problèmes psychiatriques. Tu peux vraiment devenir un gros taré. Hein, tu peux réellement avoir le cerveau qui flash. Mais c'est aussi un instinct de protection. Des fois, tu peux te faire une petite dissonance cognitive pour te protéger. Hein, te dire, non, ça va aller, il n'y a rien eu, il y a rien eu, j'ai rien vu. À la technique de l'autruche, ça te permet de te protéger et d'éviter d'être dans la merde. En conclusion, nous avons défini les termes. Cette première vidéo est importante parce qu'il faut définir les termes avant de réellement s'engager dans une réflexion et apporter des éléments. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de panafricanisme, émergence et dissonance cognitive. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!